Excalibur et la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde bien sûr reste à ce jour une des histoires les plus vivaces où démons et merveilles font voyager notre imagination. John Boorman, lui, est plus fasciné par Merlin, son humour, son pouvoir de l'ironie, du grand magicien, que le réalisateur compare à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Le monde, lui, est fasciné par cette légende, mais a-t-elle vraiment existé ? Certains historiens et archéologues de l'époque s'accordent à dire qu'Arthur a vécu au 5e siècle. Il sera remarqué par son désir de vouloir unifier le pays, alors divisé en comtés féodaux, ce qui l'embarque dans de nombreuses batailles. L'épée. Tu m'as promis l'épée. Et tu vas l'avoir. Mais pour guérir, non pour guerroyer. C'est au XIIe siècle, après avoir été chanté par de nombreux troubadours, je m'en rappelle, j'avais à peu près 12 ans à l'époque, que les livres arrivèrent, tout d'abord sous la plume de Geoffrey de Monmouth, sur son Histoire des rois de Bretagne, mais qui tient autant de l'imagination que de la vraie recherche. Toutes ces ballades vont inspirer Sir Thomas Malory avec La Mortée d'Arthur, qui est une saga romantique, Tennyson avec Idylle des rois, un poème plutôt épique, T.H. White avec The Once and Future King, une fable, ou T.S. Eliot avec son poème The Wasteland. Disney en fit un grand film d'animation que personne n'oubliera. Une comédie musicale sera faite à Broadway et bien sûr au fil du temps de nombreux films réalisés par des réalisateurs plus ou moins talentueux tels que Antoine Fuqua, Guy Ritchie, le chef-d'œuvre des Monty Python, Sacré Graal bien sûr, ou Les Chevaliers de la Table Ronde de Richard Thorpe, qui est très bien aussi, ou le Lancelot de David Zucker avec Richard Gere et Sean Connery. Et bien sûr tant d'autres comme la très bonne série d'Alexandre Astier, Camelot. Montre l'épée. Héroïsme, bataille sanglante, magie et amour retrouvent ici leur lot de passage dès que le jeune Arthur trouve sa destinée en retirant l'épée enchantée Excalibur de son socle de granit. Il devient roi, Merlin à ses côtés pour le conseiller, entreprend l'unification du pays donc, épouse Guenièvre et fonde l'ordre des chevaliers de la table ronde. Celle-ci accueillera bien sûr Lancelot entre autres et verra une époque glorieuse et dorée avec la construction du château de Camelot, plus éblouissant des châteaux et symbole de la chevalerie. Bien sûr tout va merder très très vite avec Lancelot qui va Guenièvre s'enquiller, Merlin trahi se verra ses dons enlevés par Morgane la Fée, demi-sœur d'Arthur, avec qui elle couchera et donnera un fils Mordred qui ira en quête de tuer son père, aka Tonton. Il faut retrouver ce qui a été perdu. Le Graal. La quête du Graal est alors engagée, mais seul un homme pur peut chercher et trouver le calice de la passion du Christ que Joseph d'Arimathie amena en Angleterre. Les traces de ce mythe se retrouvent bien sûr dans de nombreuses versions dans l'art, des tableaux, l'opéra de Wagner, l'Anneau des Nibelungen par exemple, Tolkien et toute son œuvre bien sûr, le western hollywoodien de la grande époque et même encore Star Wars. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier que le film pourra se faire, Boorman en avait déjà écrit une version du script depuis 1975 et attendait tout ce temps. Orion offre donc à Boorman la possibilité de le réaliser et c'est en Irlande où les paysages semblent avoir été figés dans le temps et où Boorman va trouver la lumière magique que le film se tournera. Voyez, l'épée de la puissance. Excalibur. Alors Powers Court avec ses chutes d'eau de plus de 10 mètres donneront lieu à des extérieurs clés du film. Laurence Olivier y avait même tourné son Henri V. Schneider's Wood, Wicklow Head ou County Kerry serviront pour plusieurs scènes importantes du film. C'est le National Film Studio qui va accueillir les plateaux et donc le tournage de Camelot au sud de Dublin. Tony Pratt et Bob Ringwood, dans l'ordre le chef décorateur et le responsable des costumes, c'est pas rien, savent que leur travail n'est pas complètement fidèle, mais ils se sont laissés un petit peu porter par leur imagination, puisque de toute manière, ils avaient peu d'informations sur l'époque à ce moment-là. Une seule terre, un seul roi, paix. Oh. Paix.
On va donc se retrouver avec le Celtique moyenâgeux et l'époque byzantine, avec pour modèle un tableau d'un guerrier en armure de Gustav Klimt. Près d'un millier de costumes seront à l'écran. Terry English, qui est l'armurier de la Tour de Londres, c'est pas rien, s'occupera lui des costumes de maille, et 70 chevaux seront sous la direction de Mick Rowland, qui avait officié déjà sur Barry Lyndon. Et qui est Merlin? Moi, je suis Merlin. Ne vois-tu pas tout autour de toi le souffle du dragon? Alors après Délivrance, qui calma tout le monde et empêcha beaucoup de personnes à se mettre à faire le cri de la truie de peur 2, un Zardoz qui ne trouva pas son public avec James Bond en petite tenue, et un exorciste l'hérétique qui ne fit malheureusement flipper personne, mais but la tasse par ses idées de films d'horreur assez hors du commun. John Boorman va donc se plonger dans le passé avec la légende arthurienne et ses idéaux humains qui dominent le monde de la chevalerie. Ton désir sera ton soutien. Tu flotteras sous le souffle du dragon. Va! C'est la première adaptation, on va dire, la plus réelle de cette histoire. L'humanisme est merveilleux, plus que bienvenu, et parfois très fortement shakespearienne. Passionné par le mythe depuis sa plus tendre enfance, Excalibur mettra 10 ans à se faire après le premier jet d'écriture de Boorman. Boorman est un grand fan du Moyen-Âge anglais, mais il l'est beaucoup moins pour celle de l'Angleterre moderne. Ce sont ces mythes de cette période et la fascination pour Tolkien et son Seigneur des Anneaux qui vont imprégner tous ses films. Il avait d'ailleurs commencé à travailler sur l'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma, avant que Ralph Bakshi, dont j'ai parlé dans ma vidéo, fasse son film. Et après longue réflexion, la United Artists renonce devant l'ampleur du projet. Ça aurait donné un film de 3 heures aux effets beaucoup trop coûteux. Les 6 mois de travail de Boorman sur le scénario partiront directement à la poubelle, certes, mais l'aidèrent dans son approche pour Excalibur. C'est de là que son Merlin va s'inspirer très fortement de son Gandalf avec son humour bienvenu. Et tu restes sourd quand je t'appelle. Oh, j'ai dormi pendant 9 lunes. Merlin et les chevaliers de la table ronde fut envisagé comme titre, le personnage était au centre du récit. Merlin exprime l'idée d'un seul dieu, c'est compliqué pour l'époque, mais explique bien sa possibilité de voir le futur surtout. Merlin est vu avec un respect et admiration, mais pas tout le temps très sérieusement, un point commun avec les Grecs qui voyaient leur dieu de la même façon, contrairement au christianisme qui prend tout un petit peu trop au sérieux. Je me suis déjà une fois exposé au souffle du dragon pour qu'un homme passe une nuit avec une femme, et j'ai mis 9 lunes à m'en remettre. Merlin est d'ailleurs complètement hermétique à l'amour, il ne peut se lâcher de peur des violences qu'il voit dans la passion qu'il y a avec l'amour. Merlin ne peut tout contrôler et son impuissance est palpable, comme lors de la mort d'Uther Pendragon. Il sait trop de choses, tout en fait, mais ne contrôle que peu de choses au final. L'épée, bien sûr, aussi est essentielle, c'est le titre du film, et omniprésente, un personnage à part, mais ce n'est qu'à la fin, en voyant le film monter, que John Boorman prend conscience de l'importance de son rôle, et du coup on change le titre pour Excalibur. J'ai vu ce que j'ai vu! L'enfant a retiré l'épée. Elle est le réceptacle de la légende, des magies occultes de l'histoire. Le dragon, lui, est le grand tout mythologique, combinant les 4 éléments, est très puissant puisqu'il aide Arthur à accéder au trône, il est lié à l'épée et est le symbole de toutes ses forces. De quoi as-tu donc peur? Je n'en sais rien. D'où la scène de la forêt, d'ailleurs, ces reptiles qui sont les facettes du dragon et des origines humaines. C'est une lutte entre le bien et le mal. Uther appellera même son enfant l'enfant du diable, puisque né grâce à la magie qu'il rejette, étant trop mortel et trouvant la magie diabolique. Le film n'a pas vraiment de héros d'ailleurs, ils ont tous leurs faiblesses, Arthur y compris, qui se servira lui aussi de la magie contre son ami Lancelot. C'est une grosse tragédie qui porte les idéaux des hommes et de leur grandeur et de leurs ambitions. Vaincre vaut mieux que victoire, c'est le thème du film, positif dans cette liberté d'entreprendre les choses malgré les échecs par le voyage de la quête du Graal. Mon père est mort.
La violence est mise en parallèle avec l'amour très souvent, hein, surtout lors de l'attaque du camp d'Uther par le roi des Cornouailles, alors que celui-ci fait l'amour à Ygraine au même moment, en Cornouailles. Et la mort d'Uriens qui coïncide donc à l'orgasme entre Uther et Ygraine. Tradition oblige, hein, Camelot est montré de façon immaculée, hein, non ce n'est pas un gros mot, et les armures, dont celle de Lancelot notamment, hein, aussi, à cause de cette légende que Boorman entend respecter. La fantasy va donc revenir en force avec Excalibur et le Seigneur des Anneaux au cinéma, et nous réjouir avec ce film capital pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Je suis Lancelot du lac, j'ai franchi la mer, et il me faut trouver un roi qui soit digne de mon épée. Brisé. Ce qui ne peut être brisé. Mon orgueil l'a brisé. Quand l'on adapte Excalibur, hein, les héros sont tous obligatoirement des symboles. Les passions se décuplent de façon bien sûr exponentielle, les décors merveilleux et bien sûr l'histoire titanesque. Assez fidèle dans son adaptation, hein, Excalibur ravit les spectateurs et narre la fin du nerf. Du siège de Tintagène au final tragique, hein, Excalibur va nous narrer l'histoire d'Arthur, né de l'union d'Uther et d'Ygraine, et qui, grâce à la magie, va pouvoir retirer l'épée Excalibur de son socle alors qu'il n'est qu'un simple roturier. Si un enfant a été choisi, un enfant sera notre roi. Arthur Conquérant va, sous les conseils de Merlin, créer l'ordre des chevaliers de la table ronde ainsi que le château Camelot, mais la demi-sœur d'Arthur, Morgane, va séduire le jeune roi avec sa sorcellerie et enfantera de Mordred. Hein. Aime-moi. Aime-moi. Guenièvre. Oublie. Guenièvre, la reine, elle va tomber dans les bras de Lancelot et ce qui conduira Arthur à quitter la table ronde. Afin de retrouver la foi, il va lancer ses chevaliers à la recherche du Saint Graal, dont Perceval sera celui qui le trouve. Quel est le secret du Graal? Arthur meurt suite à la défaite de Mordred, hein, et l'épée rejetée dans le lac. Alors l'histoire fut écrite donc par John Boorman et Rospo Pallenberg, hein, qui va travailler avec lui sur à peu près tous ses projets, hein, ils sont très bons amis à l'époque, et un petit jeune qui s'appelle Neil Jordan, un futur grand réalisateur qui sera consultant sur le scénario. Le premier montage du film sera de 4 heures, hein, puis ramené à 2h20, on rêve encore de cette version longue. Cela va entraîner un montage plus rapide et des ellipses assez compliquées à voir parfois. Plus de Lancelot et Guenièvre en fuite dans un couvent, hein, et c'est le milieu du film qui va pâtir le plus de ces coupes, le début et le final étant sans cesse en action. Alex Thompson va nous donner une de ses plus belles photographies, hein, après avoir cadré Laurence d'Arabie et bien sûr le Docteur Zhivago de David Lean, et va nous donner de grands moments de cinéma en signant la photo de films tels que La Forteresse Noire de Michael Mann, hein, bien sûr, Legend de Ridley Scott, L'Année du Dragon de Michael Cimino ou Alien 3 de David Fincher. Viens, père. Excalibur est d'abord une expérience visuelle, hein, et l'image ici se taille par du lion. Dick Smith, un grand maquilleur devant l'éternel, hein, participera au maquillage plus que réussi. Le film sera tourné en 20 semaines pour un budget seulement de 11 à 12 millions de dollars, hein, on est à peu près entre les deux, et Boorman aura la gentillesse d'engager des travailleurs locaux. Montre-moi le dragon. Donne-moi le charme suprême. Regarde le dragon au fond des cieux et désespère. Je te détruis, je te livre à l'oubli. Alors les comédiens sont choisis non pas pour leur expérience, hein, la plupart sont alors presque inconnus au cinéma, mais pour leur proximité avec le personnage qu'ils vont devoir incarner. John Boorman choisit Helen Mirren et Nicole Williamson, hein, respectivement Morgane et Merlin, sachant que tous les deux ne s'apprécient guère depuis qu'ils ont joué ensemble dans la pièce Macbeth entre 74 et 75. Boorman compte ainsi que la tension régnant entre les deux se ressente dans leur scène commune. Ne reste pas là. Vite, retourne sous les remparts. Certains des seconds rôles, hein, dont ce sont les premiers pas au cinéma, ont connu une carrière riche après Excalibur, comme Patrick Stewart, hein, qu'on a pu revoir derrière dans les X-Men, Star Trek, La Nouvelle Génération et j'en passe. Regarde, Guenièvre.
Liam Neeson, hein, bah oui, la liste de Schindler, Michael Collins et tous les grands vengeurs de la planète. Je ne sais que massacrer les hommes. J'apprendrai maintenant à les aimer. Gabriel Byrne, qu'on a vu bien sûr dans Usual Suspect ou La Forteresse Noire. Plusieurs comédiens sont des membres aussi de la famille de John Boorman, hein, il faut le savoir. Sa fille Catherine interprète Ygritte, son fils Charlie joue Mordred enfant, on le reverra dans La Forêt d'Émeraude, et son autre fille Telch incarne la Dame du Lac. La version française est faite avec les meilleures voix du doublage, mais donne peut-être un petit côté encore plus théâtral que la version anglaise, c'est assez étonnant. Pierre Arditi double donc Arthur, il est connu à l'époque pour faire la voix de Superman Christopher Reeves ou Logan dans la série L'Âge de Cristal, et bien sûr Mark Harris dans L'Homme de l'Atlantide. Tu as raison. Je ne suis pas chevalier. Toi, Evelyn Selena, la voix d'Hélène Mirren, donc Morgane, sera la voix de Glenn Close plus tard. George Aminel en Merlin, la voix de Dark Vador, d'Orson Welles ou de Yul Brynner. Richard Darbois en Lancelot, il faut quand même le noter, il est toujours là, notre Richard préféré. François Leccia en Perceval, il fait les premiers JCVD notamment. Marc de Géorgie en Uther Pendragon, ce sera la voix officielle de Brian Denny et donc le shérif Teasle dans Rambo. Et bien sûr Pierre Athé, qu'on entend au début, notre Doc de Retour vers le futur, qui sera donc Léo Dagan. Viens, embrassons-nous enfin. Alors, la musique d'Excalibur ne sortira que sous une très belle compilation en vinyle à l'époque, avec de gros morceaux de musique classique, Wagner en tête bien sûr, et le O Fortuna de Carmina Burana de Karl Orff. Pas de musique de Trevor Jones malheureusement, ne sera édité en CD, si ce n'est plusieurs bootlegs promo à la qualité plus ou moins acceptable. Bon, la musique de Jones n'a malheureusement pas de grand thème, on n'est pas chez John Williams ou qui que ce soit, il est remplacé ici donc par ses Wagner ou ses Orff qui soulignent les plus grands passages de l'histoire. Sa musique à Trevor Jones va lier tout cela avec des musiques d'ambiance ou atmosphériques, des danses ou des scènes de banquet, et rendre le compositeur lui heureux de travailler pour ce film malgré le fait d'être en retrait. Le film aurait pu quand même mériter une version beaucoup plus longue, ne serait-ce que pour le spectateur non érudit. On ne peut de plus s'impliquer dans les personnages, étant montré dans des scènes compliquées et loin des standards hollywoodiens. Le film n'est pas pour tout le monde, mais pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire, on peut provoquer un choc carrément visuel, sans commune mesure, et la meilleure adaptation de la légende arthurienne à ce jour. Boorman a le contrôle total sur le film, et cela se voit, c'est un bon gros 6 sur 6 pour moi de passion cinématographique et arthurienne qui s'exprime ici. Si vous aimez Arthur, le roi Arthur et la vraie vision du roi Arthur, même si elle est quand même très cutée, c'est un super bon film. Pouce haut, pouce bas, on en parle dans les commentaires comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt. Il y a un espèce de putain de gros film très très lourd qui arrive juste derrière. Bye bye.